Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 2 du Tour de Romandie. Je rappelle, 3e jour de course, étape numéro 2, parce qu'il y avait un prologue. Comme d'habitude, bilan des bleus, top flop. Le bilan des bleus va être très court. Et puis top flop, ce sera pas non plus beaucoup plus long. Je pense qu'on va pas faire 35 minutes comme hier sur cette étape parce que j'ai pas grand chose à dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé, qui était en forme, qui était pas en forme, si vous avez été déçu d'un coureur, s'il y a un coureur dont j'ai pas parlé, mais que vous voulez qu'on en parle dans les commentaires, ou si vous avez d'autres infos parfois. Là par exemple on m'a mis des infos transferts, des rumeurs, des infos quand même insistantes sur Dylan Tuns et sur du côté du Het Nieuwsblad, c'était Quinten Hermans également, peut-être en partant chez Alpecin. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est 1216 au moment où j'enregistre. Et surtout quand vous abonnez à la chaîne, ça paye pas de mine, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, comme ça. Dès que la vidéo sort, tac, vous cliquez. Parce qu'il faut savoir que dans l'algorithme YouTube, il y a un principe également, c'est que plus vous allez vite sur une vidéo, et bien plus elle va être mise en avant ensuite après. C'est-à-dire que la première heure, on va dire, de mise en ligne de la vidéo est très importante parce que c'est ce qui va engendrer une dynamique, on va dire, derrière. C'est comme ça qu'elle sera mise en valeur sur YouTube. Voilà, si, grosso modo, si vous mettez la petite clochette, vous êtes au courant que la vidéo sort tout de suite, vous cliquez dessus tout de suite, et moi, ça m'aide ensuite, par la suite, à gagner des abonnés. Voilà, il y a aussi un intérêt à activer la petite cloche. Étape numéro 2, étape tranquille pour Sprinter. On le savait dès ce matin, j'en avais parlé hier même dans la présentation de l'étape, que c'était quand même plutôt une étape pour Sprinter. Mais l'inquiétude qu'on pouvait avoir, c'est de se dire il n'y a pas beaucoup de sprinters au départ. Donc ça aurait pu menacer, on va dire, les velléités de certaines équipes. Parce que si on avait eu une grosse échappée, pourquoi pas avec un quick step, pourquoi pas avec un Ineos, on ne sait jamais, bien peut-être que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour le peloton. La chance pour le peloton, c'est qu'on a eu une petite échappée avec les équipes de sprinters qui n'étaient pas représentées aux avant-postes. Et puis après, derrière, on a eu une échappée qui a pris un peu de l'avance. Ensuite, elle a été rattrapée. Et derrière, sprint pour la victoire. Un sprint qui n'était pas hyper nerveux, ce qui est pas plus mal. Donc voilà, étape très calme du côté de Échalens, ou Échalens, je ne sais toujours pas comment on doit dire, dans ce Tour de Suisse. On va revenir sur l'info du jour. L'info du jour, c'est la pénalité de Geraint Thomas, le coureur britannique. Alors Geraint Thomas hier a fait une petite erreur. Alors c'est surtout l'équipe Ineos qui a fait une erreur dans l'affaire. C'est ce que j'appellerais la règle Alaphilippe. C'est-à-dire que Geraint Thomas a pris un ravitaillement hors zone, c'est-à-dire qu'il a pris un ravitaillement dans les 20 derniers kilomètres, précisément à 19 km 200, je crois, ou 300 de l'arrivée, donc 700 mètres en dehors de la zone. Donc pénalité de 20 secondes, qui pour moi est... Alors la pénalité pour Geraint Thomas de 20 secondes, la pénalité en termes de temps, elle est justifiée, elle est normale. Je crois il avait eu la même chose, je crois me souvenir, Julien Lafilippe, quand ça lui était arrivé sur le Tour de France, 20 secondes, c'est pas une erreur majeure, c'est en plus une erreur à la fois du coureur et surtout de l'encadrement, parce que le coureur il a besoin d'un bidon à ce moment-là de la course. On met un poste fixe dans les 20 derniers kilomètres parce qu'on sait que si on descend la voiture à 25 km de l'arrivée et qu'il y a une accélération ou qu'il y a une chute, vous pouvez pas remonter. Donc c'est pour ça aussi qu'on met des ravitaillements à poste fixe à ce moment-là. Mais après, si les mecs se mettent pas au bon endroit, c'est pas non plus totalement de la faute du coureur, même si le coureur aurait pu vérifier sur son compteur que il était plus dans les 20 derniers kilomètres. Mais est-ce que des fois les compteurs font des erreurs aussi, hein, c'est pas toujours précis au mètre près. Donc ça a été le problème pour Geraint Thomas. Ce qui me pose un problème en fait sur la pénalité de Geraint Thomas, c'est pas la pénalité en soi. Le problème, c'est qu'on s'en est aperçu, notamment sur la chaîne Équipe. Je ne sais pas si c'était le cas sur Eurosport, parce qu'en ce moment, je regarde le Tour de Romandie sur la chaîne Équipe. Et c'est vrai que j'avais eu le doute hier
J'avais eu le doute pour Geraint Thomas, mais j'avais eu le doute pour un coureur de la Bahreïn. Pas pour un coureur de la Bahreïn, pardon, pour un coureur de la Jumbo, que j'avais vu prendre un bidon, et je m'étais dit, j'avais vu, on a 19,700. Alors, des fois, je sais qu'il y a des tolérances. Donc, je m'étais dit, bon, il y a peut-être une tolérance, je vais pas en parler dans la vidéo, mais j'avais. Puis bon, c'est pas forcément le truc qu'on parle dans la vidéo, parce que moi, hier j'ai débriefé, il était 18h15, grosso modo, l'information n'était pas parue. Donc, moi, quand je fais ce genre de choses, c'est quand l'information paraît. Là, on s'est bien aperçu qu'il y a des coureurs qui prennent un bidon alors qu'ils sont hors zone. Hein. Le poste fixe est à 19 km 700 de l'arrivée. Donc, si on applique la pénalité et le règlement pour Geraint Thomas, on l'applique aussi pour les autres coureurs qui ont fait l'erreur, même s'ils ne jouent pas le général. Je rappelle qu'il y a un classement par équipe aussi. Donc, vous pouvez être dans les 3 premiers. Ça a une importance quand même. Et le règlement, c'est le règlement. On doit l'appliquer. À part si il y a des circonstances atténuantes extrêmes. Mais là, c'était pas le cas. On n'était pas dans une journée de canicule, on n'était pas dans des conditions extrêmes. Pour moi, là, du côté de l'UCI, on fait une erreur. Bon, c'est pas la première erreur qu'on commet du côté de l'UCI, du côté du début de saison, mais c'est dommage parce que ça entache un peu la réputation d'une course, alors que là, c'est totalement une erreur de l'UCI, et c'est plutôt une course, ce Tour de Romandie, encore une fois, c'est plutôt très bien organisé. Vraiment, dans le calendrier cycliste, c'est pas la pire organisation d'une course, le Tour de Romandie. On est plutôt sur des belles routes, les parcours sont pas hyper dangereux, je trouve. Il y a vraiment pire dans le calendrier. Mon regard vise l'Espagne, mon regard vise parfois l'Italie, parfois les Pays-Bas aussi, hein, avec l'Amstel. Je trouve que c'est dommage parce que cette pénalité qui est donnée à un seul coureur et pas aux autres, et ben ça entache la course, alors que ce n'est pas le ressort de la course, ce sont les commissaires de l'UCI qui font l'erreur. Et je trouve ça dommage. Et on nous a quand même sorti, il y a un an, il y a la VAR, donc ce genre de problème n'arrivera plus, parce qu'on verra tout. Bah non. Bah non, parce qu'en plus, là, il y avait les caméras. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce qu'a branlé la VAR du cyclisme dans ce cas-là? Pourquoi on donne une pénalité à Geraint Thomas et pas aux autres? Et ce qui me pose également un problème avec cette pénalité de Geraint Thomas, c'est que la voiture Ineos, et ça je peux vous le dire, je l'ai vu à l'œil, en début d'étape, en début de retransmission télé, était 3e. Alors que normalement, elle aurait dû être 10e dans la file des voitures. Donc c'est un vrai problème. Quand on applique le règlement à la lettre dans un cas et pas dans l'autre, ça me pose également un problème. Donc, alors soit ça veut dire que la pénalité a été donnée au dernier moment, il faut savoir qu'elle a été annoncée à midi 20. À peu près la pénalité de Geraint Thomas. Moi, c'était avant que je parte manger, pour tout vous dire, avant que je me fasse mon petit repas. Donc, ouais, il y a peut-être une réflexion à avoir autour de cette pénalité, autour de Geraint Thomas, mais je trouve ça dommage que ça entache cette course du Tour de Romandie. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Je commence avec Ben O'Connor, du côté du bilan des Bleus. Petite surprise aujourd'hui de voir Ben O'Connor qui fait 8e du sprint. Alors, il était très bien placé. Il faut savoir que Ben O'Connor a été remonté par Michael Cherel dans le dernier kilomètre et demi. J'ai regardé parce que je me suis dit, c'est vraiment... je me suis dit, je vais voir ce que ça va donner Ben O'Connor, parce que pourquoi pas un bon sprint de Ben O'Connor, même si c'est pas forcément le coureur qui a le plus grand punch. Bon, ensuite, quand derrière, ça a commencé à lancer le sprint, bon, on a bien vu que Ben O'Connor n'était pas un bon sprinter, mais du côté d'AG2R, on a fait un bon travail pour un sprinter. C'est dommage que quand ça soit Marc Sarro, Venturini, ils n'arrivent pas à faire ça. Mais pour Ben O'Connor, c'était bien fait. Et de toute manière, c'est plutôt une bonne chose, parce que déjà, sur un malentendu, s'il avait fait top 3, il pouvait prendre une bonification. Donc c'est-à-dire remonter un peu au niveau du classement général. Mais surtout du côté de Ben O'Connor, ce qui est intéressant, c'est que quand on est à l'avant, on a quand même beaucoup moins de chances de se prendre une cassure et de se prendre une chute. Et sur un sprint, c'est un endroit qui est très dangereux où vous pouvez avoir des sprints, où vous pouvez avoir des chutes, pardon. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle de voir Ben O'Connor à l'avant. Et puis ça montre également que du côté de Ben O'Connor, eh bien, on est en forme, que la condition physique est intéressante. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, contre-performance je dirais, début de course un petit peu difficile pour Geoffrey Bouchard, le coureur français, qui est désormais très long en général, qui a fini très long aujourd'hui. Alors, Geoffrey Bouchard, il finit
Il finit. 91e à 3,57. Début de course compliqué pour Geoffrey Bouchard. Alors est-ce que c'est le contre-coup du Tour des Alpes où sur la première étape il a quand même dépensé beaucoup d'énergie et voilà, il a quand même dépensé beaucoup d'énergie également pendant toute la course, c'est ce qui fait que là sur ce Tour de Romandie c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que c'est aussi le fait qu'il est plus dans un rôle d'équipier cette semaine, le leader, c'est quand même totalement Ben O'Connor. Valentin Paré-Peintre également chez AG2R, un petit peu en difficulté cette semaine. C'est pas l'idéal. C'est la question que je me pose du côté de Geoffrey Bouchard, mais pour l'instant, il n'y a pas de course prévue à son calendrier sur la suite de la saison. J'espère qu'il ne prévoit pas de faire le Giro. Parce que ça serait très inquiétant. Si c'est le Tour de France, c'est un peu moins inquiétant qu'il y ait une baisse de performance à ce moment-là de l'année, parce que ça veut dire que il n'est pas au top de sa forme, et c'est même plutôt rassurant. Du côté de Valentin Paré-Peintre, là aussi, petite déception. Petite déception. C'est-à-dire que moi, je pense que quand vous avez 21 ans, parce que je rappelle que c'est un coureur qui est très jeune, qui est dans sa première année chez les professionnels. Je pense que, par exemple, sur l'étape d'aujourd'hui, ça aurait peut-être été pas mal de mettre à l'avant. Chez AG2R, on n'avait pas de sprinter, on n'avait pas forcément de leader. Mettre un Valentin Paré-Peintre à l'avant, on apprend parfois beaucoup de choses dans une échappée quand on est coureur cycliste. C'est pour ça que je le mets un petit peu en flop, pas parce que il est en difficulté, c'est sa première année chez les professionnels. Bon, voilà, c'est tout à fait normal que tout le monde n'est pas Ethan Vermeulen ou ce type de coureur-là dans sa première année chez les professionnels. Mais je pense que il aurait fallu peut-être le mettre dans l'échappée, ça aurait été intéressant. Et puis bon, je parle d'Ethan Vernon. Ethan Vernon a été en difficulté aujourd'hui. Je le mets pas dans les flops, Ethan Vernon, encore une fois, parce que lui aussi est dans sa première année chez les professionnels et qu'aujourd'hui j'ai trouvé pire que lui à mettre dans les flops. Bonne nouvelle quand même du côté de la Cofidis, rapidement, c'est qu'Yon Izagirre est reparti aujourd'hui. Alors certes, il finit loin dans cette étape, mais il est reparti, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'au niveau du poignet, au niveau du bras, c'est pas cassé, et ça c'est plutôt rassurant. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec le vainqueur du jour, Ethan Ether. Pas grand chose à dire de la part d'Ethan Ether, à part qu'il arrive quand même à gagner, alors que le train d'Ineos était pas forcément au point. Il s'avère que hier, il s'est pris une grosse engueulade de la part de la direction sportive de Ineos, qui n'a pas vraiment aimé qu'il soit à l'arrière du peloton. Donc je pense que quand il parlait à l'oreillette, c'était parce qu'il se faisait engueuler, tout simplement, par son équipe. C'était, je pense, donc pas un problème technique ou un problème de jambes. Donc on avait... moi j'avais dit hier le problème de jambes, ça me semblait bizarre. J'ai dit il y avait plus de chances que ce soit peut-être un problème technique. Donc c'était pas un problème technique du côté d'Ethan Ether, une erreur. Son équipe a dit que c'était, son manager a dit que c'était une erreur, vraiment une faute professionnelle de la part d'Ethan Ether. Donc il s'est bien fait engueuler. Voilà, ça c'est une information qui a filtré un petit peu partout. Bon, aujourd'hui, il y avait besoin de redorer un petit peu le blason pour Ethan Ether. On lui a mis quand même un petit peu la pression parce que Ineos a contrôlé assez tôt dans le final de l'étape. C'est-à-dire dans les 20 derniers kilomètres, c'est eux qui accélèrent, c'est eux qui font le rythme dans le final, qui décident vraiment d'attaquer au niveau des avant-postes. De mettre en route et de revenir sur l'échappée, c'est eux qui reviennent sur l'échappée. Enfin là, la Jumbo avait contrôlé une partie de la journée, c'est eux qui ont mis le coup d'accélérateur vraiment sur le final de l'étape. Et du côté d'Ethan Ether, en plus, il permet à Ineos quand même de peut-être sauver la mise, parce qu'avec les 20 secondes de Geraint Thomas, ça fait quand même une pénalité quand même importante. Donc ça sera peut-être pas facile à récupérer pour Geraint Thomas. Donc au moins il sauve la mise avec la victoire, avec cette deuxième victoire d'étape d'Ethan Ether. Et puis surtout, il redore son blason. Aujourd'hui, sur un sprint où il a été très fort, il lance de loin, parce que encore une fois dans le final du côté de chez Ineos, on n'était pas bien organisé. On a Luc Plapp qui n'a pas fait de travail, on va dire, parce qu'on a Magnus Sheffield qui fait du kilomètre à 800 mètres, qui fait 800 mètres à peu près en tête du peloton, c'est-à-dire du kilomètre à 350 mètres, il est devant le peloton, sauf que le mec, il est faire autant de distance, au bout d'un moment, t'es cramasse, et que Luc Plapp, il n'était pas du tout placé au bon endroit.
pour faire le travail pour Ethan Hayter. Donc il a dû un peu se débrouiller seul et il lance donc aux 300 mètres. Il lance très loin, mais c'était un sprint qui, j'ai l'impression, était en léger faux plat descendant. Donc ça a peut-être aidé également le coureur britannique à s'en sortir. Mais belle performance de la part d'Ethan Hayter. Vlasov, quatrième, ça a failli le faire pour la bonification. Parce que je rappelle que s'il finissait troisième, c'était 4 secondes de bonification à l'arrivée. Donc ça lui aurait permis de se replacer à... je reprends le classement. Ça lui aurait permis de se replacer... alors que je retrouve Vlasov, ça l'aurait mis donc 23... moins 4, ça l'aurait mis à 19 secondes. Alors je ne sais pas pourquoi, mais dans mon classement... j'ai Geraint Thomas qui est de nouveau troisième. Donc est-ce qu'on a annulé sa pénalité ou est-ce que c'est une erreur de Pro Cycling Stats? Dans ce cas-là, je passe pour un con. Mais Geraint Thomas, sur mon classement, n'a pas de pénalité. Donc on va voir. N'a plus de pénalité. Donc on va voir si je pense que c'est une erreur de Pro Cycling Stats. Mais bon. C'est peut-être pas une erreur de Pro Cycling Stats, on a peut-être décidé de lui retirer sa pénalité. Du côté de Vlasov, il montre qu'il est en forme, il montre qu'il est en très bonne condition physique, il est sur sa lancée des Ardennaises et du Tour du Pays Basque où il a déjà été très bon. Ce qui est quand même inquiétant, c'est que son objectif c'est le Tour de France et pas le Giro. Et j'aurais même été inquiet si son objectif c'était le Giro, parce que je me serais dit, il est en forme depuis 2-3 semaines d'affilée. Le Giro, ça dure 3 semaines, donc son pic de forme va s'arrêter à mi-course. Donc à partir de là où ça va commencer à être très très dur dans le Giro. Là, je me dis quand même qu'il est très en forme. Alors, la chance pour lui, c'est qu'il va couper, après ce Tour de Romandie, un mois, il reprendra au Dauphiné pour ensuite aller sur le Tour de France. Mais je me dis quand même que là, je le trouve quand même en très très grande condition physique. Est-ce qu'il arrivera avec ce mois de pause à réavoir un deuxième pic de forme en juillet? C'est pas sûr. Je rappelle encore une fois l'année dernière, Geraint Thomas, Richie Porte, ils étaient très forts au Romandie, très forts au Dauphiné. Ça s'est totalement écroulé sur le Tour de France. Donc j'espère que ça ne lui arrivera pas à Vlasov dans ce Tour de France. Ça montre quand même que Vlasov, au niveau conditions physiques, il est très bien et surtout qu'il a vraiment progressé en punch pur, parce que là, 4e du sprint, il a fait des gros progrès sur ce type d'effort. C'est intéressant, notamment pour la planche des belles filles, la super planche des belles filles cette année sur le prochain Tour de France. Et puis je termine avec Aberastouri, deuxième. Une valeur sûre, Yon Aberastouri. Pour moi, c'est assez incroyable qu'on ait attendu autant de temps avant de le recruter dans une World Team. Aberastouri. C'est sa première saison dans une World Team. Il a fait 3 ans chez Car Rural, il a fait Euskadi, il a fait le team Ukyo, donc qui était un team continental. Il a fait Orbea également, l'équipe continentale Orbea, alors le team Ukyo. Avec des coureurs japonais, il y avait Benjamin Prades, l'Espagnol. C'était pas ils avaient surtout remporté des courses en Asie, principalement, notamment Aberastouri qui avait remporté 2 étapes du Tour de Kinky Lake, une étape du Tour des Man. Donc voilà, c'était une équipe plutôt avec comme assistant directeur sportif Urtasun. C'est une équipe qui existe toujours. Nathan Earl, Raymond Creder, tiens, et court chez Ukyo. Et l'équipe a fait 5e du Tour du Japon au niveau du classement général, pour ceux qui veulent des informations supplémentaires sur le cyclisme. Donc c'est assez incroyable que Aberastouri soit professionnel en World Tour aussi tardivement, mais c'est quand même, ça montre que la condition physique est là. Alors moi on me le met, je pense qu'il doit y avoir une erreur, on me le met à la fois sur le Tour d'Italie et sur le Tour de Hongrie, sur Pro Cycling Stats. Donc je ne sais pas laquelle des deux courses il fera, mais s'il fait le Tour d'Italie, ça peut être très intéressant de voir comment il se comporte, parce que c'est quand même un mec qui a déjà 4 Vuelta à son actif.
Et puis ça reste une valeur sûre à Berastouri, c'est-à-dire que sur les sprints, c'est quelqu'un qui arrive toujours à faire des résultats. Et donc c'est pour ça que je trouve assez incroyable qu'il ait mis autant de temps avant de rejoindre le World Tour, parce que c'est un mec qui rapporte des points UCI. Alors c'est peut-être pas un mec qui te rapporte des victoires, mais c'est un mec qui te rapporte des points UCI. Et puis bon, ça veut dire que la forme commence à progresser également, parce que son début de saison pour le moment chez Trek avait pas été assez exceptionnel. Et je m'étais dit, est-ce qu'il arrive à ce que la mayonnaise prend chez Trek Segafredo, qui est une équipe plutôt italienne. Voilà, c'est pas toujours facile. Est-ce que Aberasturi arrive à s'en sortir dans cette équipe qui est une équipe World Tour? Je passe tout de suite au bonnet d'âne. Rapidement, les bonnets d'âne. Je commence avec Israël. Du côté d'Israël, j'ai pas alors Israël, premier coureur aujourd'hui, c'est donc Patrick. Ah oui, c'est bien, c'est Fuglsang qui termine 15e. Ça, c'est le premier coureur d'Israël. Ensuite, Patrick Bevin est 18e. Pourquoi on a roulé aussi fort pour que Patrick Bevin fasse 18e de l'étape? C'est-à-dire que vraiment, Israël qui passe à côté, on m'a mis hier dans les commentaires, c'est un pléonasme. Je suis totalement d'accord, ça m'a fait marrer. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais surtout, Israël ne sait toujours pas emmener un sprint. C'est-à-dire qu'ils ont fait la même erreur qu'ils faisaient déjà il y a 3 ans. Israël emmène beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que si le sprint était 5 km avant, au kilomètre 163, ils gagnent le sprint. Ils sont trop tôt devant. C'est-à-dire qu'ils roulent comme on devrait rouler dans le dernier kilomètre et demi, sauf que c'est à 5 bandes de l'arrivée. Ce qui fait que dans les 2 derniers kilomètres, il n'y a plus personne pour Bevin. Et je me pose vraiment la question aujourd'hui de la stratégie d'Israël. Est-ce que autour de Patrick Bevin, on essaye de lui faire jouer le général, ou est-ce qu'on essaye de lui faire jouer les étapes? Parce que c'est avec Patrick Bevin, qui est pour le moment dans le général, dans le top 10, je crois. Il est 8e. Vu ce qu'il a fait sur le Tour de Turquie, on peut se dire, bon, un top 15 sur le Tour de Romandie, c'est faisable. Je rappelle que top 15, ça apporte quand même des points UCI, comme si Israël était un petit peu dans la panade. Avec 800 points de retard, je crois, sur Cofidis, sur le dernier pointage. Mais du côté du coureur d'Israël, je me demande vraiment quelle est la stratégie. Est-ce qu'il joue le général? Est-ce qu'il joue les sprints? Pour l'instant, je ne sais toujours pas. Là, on roule pour lui comme s'il allait jouer le sprint. Il joue pas le sprint. Donc je me dis, il va peut-être jouer le général. Sauf que Patrick Bevin, s'il joue le général, je ne vais pas être méchant, mais le Tour de Romandie, c'est pas le Tour de Turquie en termes de niveau. Il y a quand même un peu plus de densité en termes de coureurs. Donc, je suis pas sûr que Patrick Bevin, ça suffise. Et puis après, Israël, qui roule beaucoup trop tôt dans un sprint. Vous regardez chaque année, là, je dirais sur les 3 dernières années, ils font la même erreur. Comme quoi, chez Israël, je pense que c'est pas qu'un souci de coureur non plus. Je pense qu'au niveau du staff, on doit être bien payé quand on est chez Israël, mais on doit pas bosser énormément. Je continue avec Gaviria. Seulement 3e Gaviria. Seulement 3e, et l'écart avec Vlasov est pas suffisant. C'est le seul domaine depuis le début de saison où UAE est en difficulté. C'est sur les sprints, où que ça soit Kerman ou Gaviria, pour le moment, on les a trop peu vus. Mais j'ai envie de dire que UAE sur les sprints, ça a jamais, à part Christophe, qui a remporté une victoire d'étape sur le Tour de France, mais Gaviria, l'année dernière sur le Giro avec Molano, il y a eu d'énormes problèmes d'entente. Ils ont toujours eu un souci sur les sprints, et c'est pas seulement un souci de coureur. Molano, c'est un très bon coureur. Gaviria, bien entendu, c'est un bon coureur. Mais Gaviria, il n'a pas du tout le rendement qu'il avait chez Quick-Step. Passant comme quoi, Quick-Step, il y a toujours un savoir-faire au niveau des sprints. C'est-à-dire, tu changes de sprinter, ils savent toujours faire. À part aujourd'hui avec Vermont, mais encore une fois, je vous ai dit, je ne le mettais pas en flop. Mais du côté de Gaviria, il lance son sprint, il est pourtant très bien placé, vu qu'il est dans la roue de Ethan Eter. Ethan Eter lance aux 300 mètres, normalement c'est lui qui doit aller le chercher sur la ligne. Et le problème, c'est quand il lance son sprint, il n'y a absolument aucune puissance qui se dégage. J'ai eu le même
la même impression qu'avec Sam Bennett. Pareil. C'est-à-dire, quand il lance ce sprint, paf, il n'y a pas le coup de jus, c'est la giclette qu'on doit avoir sur un sprint. Il n'y a absolument pas ça qui se passe. Donc j'ai quand même des inquiétudes sur Gaviria et je me dis que chez UAE, heureusement qu'on a des bons grimpeurs, des bons punchers, parce qu'au niveau des sprinters, c'est toujours pas vraiment la réussite, mais c'est fou, hein. C'est le seul domaine où cette équipe est en difficulté. Mais Gaviria, je vous ai quand même dit hier, mais Gaviria, j'ai l'impression à chaque fois qu'il est un peu sur la... C'est un coureur un peu particulier, quoi, dans sa manière de... Ça doit pas être un coureur facile à manager. J'ai l'impression qu'il est toujours un peu je m'en foutiste. Dans ses interviews, j'ai l'impression que bon, il prend tout un peu à la légère. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, t'as des objectifs, t'es coureur professionnel. Si tu pouvais te mettre un petit peu la pression sur quelques courses dans l'année, ça serait peut-être plus mal. Et je pense que Gaviria, chez UAE, on le laisse vraiment faire. Bon, c'est peut-être pas la meilleure solution, hein. Il faudrait peut-être un peu resserrer la vis autour de Fernando Gaviria. Et puis je termine rapidement autour de Pedersen. Casper Pedersen, le coureur de DSM. C'est incroyable le niveau qu'il a aujourd'hui, Casper Pedersen. Je me souviens de lui il y a 2 ans quand il gagne Paris Tour. C'est techniquement, chez Sunweb, c'est techniquement la future grande pépite danoise. On se dit à ce moment-là, il a 24 ans. On se dit, c'est le mec qui va batailler avec Casper Asgreen, peut-être sur les classiques. Et puis, il a des bonnes qualités de sprinter. Aujourd'hui, Casper Pedersen, c'est pas grand-chose en termes de coureur. C'est un niveau qui n'est pas suffisamment bon, Casper Pedersen. Il y a vraiment un gros manque de niveau autour de ce coureur. Et c'est pas normal aujourd'hui que Casper Pedersen soit à ce niveau-là, parce que normalement c'est un coureur qui est capable de faire beaucoup mieux, et ça fait depuis 2 saisons, 2021-2022, on ne le voit absolument pas à son meilleur niveau. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi on n'arrive pas à le voir à son meilleur niveau, mais ça m'attriste un petit peu, parce que vraiment c'est un coureur, moi quand je l'ai vu sur Paris Tour, sur d'autres courses avant Paris Tour, parce que je me souviens de lui chez Aquablue, une équipe qui a pas fait long feu. Je me souviens de lui, c'était vraiment le jeune très prometteur, voilà, il avait 23, 24 ans, il enchaînait, il enquillait vraiment bien les résultats, et là ça fait depuis 2 ans où il n'y a absolument rien en termes de résultats. Depuis Paris Tour, c'est le néant pour Casper Pedersen. On passe à l'étape de demain, qui sera autour de Valbroy, ou Valbroy, je ne sais pas comment on doit dire en Suisse. Étape vallonnée de 165 km. Après, est-ce que... moi, je pense que ça convient plus aux punchers qu'hier. Mais bon, c'est quand même pas des grosses pentes en termes de pourcentage. Donc, les sprinters pourront peut-être passer. On aura plusieurs côtes au programme, 5 côtes de 3e catégorie. Ça commencera au bout de 11 km avec la côte de Dompierre, 3 km 6 à 5%, le dernier kilomètre à 6,5. Ensuite, on aura la côte de Chables à 2 km 3, de 2 km 3 à 5,7% qui sera au kilomètre 59,5, c'est-à-dire à 115 km, enfin même pas 115, 105 km de l'arrivée. Le sprint intermédiaire à Caubremont-le-Grand, où on passera 2 fois pour le même sprint intermédiaire au kilomètre 71 et au kilomètre 107,5. Une nouvelle côte à Sassel, 2 km 4 à 5,6% de moyenne, côte de 3e catégorie au kilomètre 89,5, c'est-à-dire à 75 km de l'arrivée. Puis, une nouvelle fois, la côte de Dompierre, donc 3 km 6 à 5% de moyenne, au kilomètre 148, c'est-à-dire à 17 km de l'arrivée. Et on enchaînera la côte de Dompierre avec la côte de Sédeille, 4 km 5 à 4,4% de moyenne, côte de 3e catégorie, qui est moins pentue que la précédente et qui sera, elle, à moins de 10 km de l'arrivée. Ensuite, descente technique. Donc moi j'irais quand même plutôt parcours pour puncher, mais il faudra faire attention pour les leaders de ne pas se faire avoir dans la descente de la dernière côte du jour, parce que ça pourrait provoquer des cassures dans le final. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.